Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de Comprendre la finance pour les non-financiers et les étudiants. Ce que signifient vraiment les chiffres de l'entreprise. De Karen Berman et Joe Knight, avec la collaboration de John Case, lu par Alexandre Donders. Introduction. Qu'est-ce que l'intelligence financière ? Nous avons rencontré des milliers d'employés, de managers et de dirigeants d'entreprises du monde entier pour leur enseigner le côté financier des affaires. Selon nous, les collaborateurs des entreprises sont plus efficaces quand ils comprennent comment se mesure la réussite financière et quel effet ils exercent sur les performances de l'entreprise. Une meilleure intelligence financière, nous l'avons constaté, aide les employés à se sentir plus motivés et impliqués dans leur entreprise. Ils comprennent mieux ce dont ils font partie, ce que leur organisation veut faire et comment ils interviennent dans les résultats. La confiance augmente, le taux de rotation du personnel diminue et les résultats financiers s'améliorent. Nous sommes parvenus à cette philosophie par des chemins différents. Karen Berman a suivi la voie universitaire. Dans sa thèse de doctorat, elle s'est demandé si la circulation des informations et la compréhension des questions financières chez les salariés et les cadres affectait positivement les performances financières d'une entreprise. La réponse est oui. Elle est ensuite devenue formatrice en finance et a créé une entreprise, le Business Literacy Institute, qui a pour objet les formations à la finance. Joe Knight, quant à lui, est titulaire d'un MBA en finance, mais la majeure partie de son expérience de la formation financière dans les entreprises est d'ordre pratique. Après des expériences chez Ford Motor Company et dans plusieurs petites entreprises, il a rejoint une jeune entreprise, SetPoint Systems and SetPoint Inc., constructeur de montagnes russes et d'équipements d'automatisation pour l'industrie. En tant que directeur financier, CFO, et directeur de SetPoint, il a appris très concrètement combien il est important de former les ingénieurs et les autres salariés sur le fonctionnement de l'entreprise. En 2003, Joe Knight est devenu copropriétaire du Business Literacy Institute aux côtés de Karen Berman. Il a depuis lors organisé des cours d'intelligence financière pour des dizaines d'entreprises. Qu'entendons-nous par intelligence financière ? Ce n'est pas quelque aptitude innée qu'on posséderait ou non. Certaines personnes maîtrisent mieux les chiffres que d'autres, et quelques célébrités bénéficient apparemment d'une maestria financière instinctive qui échappe au commun des mortels. Mais ce n'est pas de cela que nous parlons ici. Pour la plupart des hommes d'affaires, y compris nous-mêmes, l'intelligence financière n'est rien d'autre qu'une palette de connaissances que l'on peut acquérir. Les gens travaillant dans la finance acquièrent ces compétences très tôt. Pendant le reste de leur carrière, ils peuvent alors échanger entre eux dans une langue qui reste du chinois pour les non-financiers. La plupart des cadres dirigeants, pas tous, viennent de la finance ou acquièrent les connaissances au fur et à mesure de leur ascension hiérarchique, tout simplement parce qu'il est difficile de diriger une entreprise sans savoir de quoi parlent les gens de la finance. Cependant, les cadres qui ne travaillent pas dans la finance n'ont souvent pas eu cette chance. Ils n'ont jamais acquis les compétences nécessaires et ont donc, d'une certaine manière, été mis sur la touche. L'intelligence financière repose essentiellement sur 4 types de compétences. Quand vous aurez fini ce livre, vous devriez les posséder toutes les 4. Ce sont la compréhension des bases. Les dirigeants financièrement intelligents comprennent comment on mesure les finances. Ils savent lire un compte de résultats, un bilan et un tableau des flux de trésorerie. Ils connaissent la différence entre bénéfices et trésorerie. Ils comprennent pourquoi le bilan s'équilibre. Les chiffres ne leur font pas peur et ne sont pas un mystère pour eux. La compréhension du côté artistique de la finance. La finance et la comptabilité sont un art autant qu'une science. Les 2 disciplines doivent essayer de quantifier ce qui ne peut pas toujours l'être et doivent donc reposer sur des règles, des évaluations et des hypothèses. Les cadres financièrement intelligents sont capables de reconnaître les aspects artistiques de la finance appliquée aux chiffres et savent qu'une application différente pourrait conduire à des conclusions différentes. Ainsi, ils sont préparés à remettre les chiffres en question et à les contester si nécessaire. La compréhension du côté analytique de la finance. Une fois conscient de l'art de la finance et de ses bases, vous pouvez utiliser les nombres de façon plus approfondie.
Les cadres financièrement intelligents ne craignent pas les ratios, l'analyse des retours sur investissement, ROI, et autres réalités du même ordre. Ils utilisent ces analyses pour justifier leurs décisions et prennent ainsi de meilleures décisions. La compréhension de la situation globale. Enfin, même si nous enseignons la finance et si nous pensons que tout le monde devrait comprendre l'aspect chiffre des affaires, nous croyons aussi fermement que les chiffres ne peuvent pas raconter et ne racontent pas toute l'histoire. Les résultats financiers d'une entreprise doivent toujours être compris dans leur contexte, c'est-à-dire dans le cadre d'une vision globale. Certains facteurs, comme l'économie, l'environnement concurrentiel, la réglementation, l'évolution des besoins et des attentes du client et les nouvelles technologies, affectent la manière d'interpréter les chiffres et de prendre des décisions. Mais lire des livres ne suffit pas. Comme la plupart des disciplines et des compétences, l'intelligence financière doit être non seulement apprise, mais aussi pratiquée et appliquée. Du point de vue pratique, nous espérons que ce livre vous préparera à des actions telles que parler finance. La finance est la langue des affaires. Que cela vous plaise ou non, la seule chose que toutes les entreprises ont en commun, ce sont les chiffres et la manière de les calculer, de les analyser et de les enregistrer. Vous devez parler cette langue pour être pris au sérieux et communiquer efficacement. Comme avec toute nouvelle langue, vous ne pouvez espérer la parler couramment dès le départ. Peu importe, jetez-vous à l'eau et tentez quelque chose. Vous prendrez confiance en vous au fur et à mesure. Posez des questions. Nous vous invitons à regarder les analyses et rapports financiers d'un œil inquisiteur. Nous ne pensons pas qu'il y ait nécessairement quelque chose de faux dans ces chiffres, non. Nous croyons simplement qu'il est très important de comprendre le quoi, le pourquoi et le comment des chiffres qui vous serviront à prendre des décisions. Puisque chaque entreprise est différente, la seule façon d'arriver à comprendre tous ces paramètres est quelquefois de poser des questions. Utilisez les compétences acquises dans votre travail. Après avoir lu ce livre, vous devriez savoir beaucoup de choses. Donc, utilisez vos connaissances. Utilisez-les pour améliorer la trésorerie. Utilisez-les pour analyser le prochain gros projet. Utilisez-les pour évaluer les résultats de votre entreprise. Votre travail en sera plus plaisant et votre impact sur la performance de votre entreprise meilleur. Dans notre position d'observateur privilégié, nous sommes contents quand employés, cadres et dirigeants arrivent à voir le lien entre les résultats financiers et leur travail. Ils semblent soudain mieux comprendre la finalité de certaines tâches. Pourquoi une deuxième édition? Les concepts financiers ne changent pas d'une année à l'autre, ni même d'une décennie à l'autre. Les idées et concepts fondamentaux que nous avons abordés dans la première édition de cet ouvrage, publié en 2006, sont exactement les mêmes que dans la présente édition. Mais nous avons de bonnes raisons de vous présenter cette version révisée et augmentée du texte d'origine. D'une part, le paysage financier a changé énormément. Depuis la première édition de Comprendre la finance, le monde a vécu une crise majeure directement liée à notre sujet. Tout à coup, un grand nombre de personnes a commencé à parler de bilan, de comptabilisation en valeur de marché et de ratio de liquidité. La crise a également changé les discussions au sein des entreprises. On aborde désormais la santé financière de l'entreprise, la manière de l'évaluer au mieux, les problèmes financiers dont les dirigeants, mais aussi chaque employé, doivent tenir compte. Pour faciliter ces conversations, nous avons ajouté de nouvelles rubriques, à savoir un chapitre sur les chiffres conformes au GAAP et les autres. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises présentent des résultats conformes au GAAP et d'autres non conformes. Ces résultats ainsi que leur importance sont décrits au chapitre 4. Un chapitre 25, analysant la manière dont le marché évalue les entreprises. La crise financière, comme d'autres bulles et effondrements, a permis d'identifier les mesures les plus et les moins utiles pour comprendre la performance financière d'une entreprise. De nombreuses informations supplémentaires sur le retour sur investissement, ROI, dont une partie sur l'indice de rentabilité, une discussion sur le coût du capital et un exemple d'analyse du retour sur investissement. Nous avons également recueilli l'expérience de milliers de lecteurs du livre dans le monde entier et de nos clients qui l'ont utilisé pour leurs cours de formation. Grâce à ce feedback, nous avons ajouté plusieurs concepts, tels que la marge de contribution,
l'impact des taux de change sur la rentabilité et la valeur économique ajoutée, EVA. Nous abordons également les carnets de commandes, le produit différé et le rendement de l'actif net, ou RONA. Nous espérons que le livre n'en sera que plus utile. Enfin, nous avons ajouté des informations sur la manière de développer l'intelligence financière dans votre entreprise. Dans le cadre de notre activité de formation, nous travaillons avec de nombreuses entreprises dont plusieurs dizaines font partie de l'indice Fortune 500 qui considère que l'intelligence financière est une part intégrante de la formation des employés, des responsables et des dirigeants. Ce livre vous aidera à développer votre intelligence financière. Nous espérons que vous trouverez notre expérience et nos conseils utiles. Nous espérons qu'il vous permettra de réussir encore mieux sur le plan personnel et professionnel. Nous espérons également qu'il aidera votre entreprise à être plus prospère. Mais par-dessus tout, nous pensons qu'après avoir lu ce livre, vous serez juste un peu plus motivé, un peu plus intéressé et un peu plus heureux, car vous comprendrez un nouvel aspect des affaires. Première partie. L'art de la finance et pourquoi il est important. Chapitre 1. On ne peut pas toujours faire confiance aux chiffres. Si vous lisez régulièrement les journaux, vous avez beaucoup entendu parler ces dernières années des multiples moyens imaginés pour truquer les comptes d'une entreprise. On comptabilise des ventes fictives, on dissimule des charges, on enregistre à part certains biens et dettes dans un lieu mystérieux nommé hors bilan. Certaines techniques sont très simples. Voici quelques années, par exemple, un éditeur de logiciels gonflait ses revenus en envoyant des cartons vides à des clients en fin de trimestre. Les clients renvoyaient les cartons, naturellement, mais pas avant le trimestre suivant. D'autres procédés sont complexes au point d'être quasiment incompréhensibles. Enron, ça vous dit quelque chose ? Il a fallu des années aux comptables et aux enquêteurs pour venir à bout de toutes les fausses transactions de cette entreprise funeste. Tant qu'il y aura des menteurs et des voleurs sur cette terre, il y aura de nouvelles manières de commettre une fraude et de détourner les lois. Mais peut-être avez-vous également noté un autre mystère de la finance. Beaucoup d'entreprises trouvent des moyens parfaitement légaux de présenter leurs comptes comme bien meilleurs qu'ils ne le sont en réalité. Évidemment, ces méthodes légales sont un peu moins efficaces que la fraude pure et simple. Elles ne peuvent faire passer une entreprise en faillite pour une entreprise rentable, du moins pas longtemps. Reste quand même qu'elles peuvent avoir des effets étonnants. Par exemple, un petit procédé appelé « charges non récurrentes » permet à une entreprise de regrouper une série de mauvaises nouvelles et de les coller dans les résultats financiers d'un trimestre, de sorte que les suivants paraissent meilleurs. Faire passer des charges d'une catégorie à une autre permet aussi d'enjoliver les résultats trimestriels et de revitaminer un cours de bourse. Il y a quelque temps, un article paru à la une du Wall Street Journal a expliqué comment les entreprises gonflent leurs résultats nets en minorant leurs engagements liés aux retraites des salariés, alors même que ces prestations ne leur coûteront pas un centime de moins. Quiconque n'est pas professionnel de la finance considérera probablement ces manœuvres avec une certaine perplexité. Tout le reste de la vie de l'entreprise, vente, recherche et développement, gestion des ressources humaines, stratégie, etc., est évidemment subjectif. L'expérience et le bon sens y interviennent aussi bien que les chiffres. Mais la finance, la comptabilité, à n'en pas douter, les résultats annoncés par ces services sont objectifs, impartiaux, irréfutables. À n'en pas douter, l'entreprise a vendu ce qu'elle a vendu, dépensé ce qu'elle a dépensé et gagné ce qu'elle a gagné. Même en cas de fraude, à moins d'expédier des emballages vides, comment les dirigeants pourraient-ils aussi facilement présenter les choses comme si différentes de ce qu'elles sont ? Et hormis le cas de fraude, comment pourrait-il aussi facilement manipuler le résultat net de l'entreprise ? L'art de la finance. Le fait est, nous l'avons vu, que la comptabilité et la finance, comme toutes les autres disciplines du monde des affaires, relèvent autant de l'art que de la science. Dites-vous que c'est le secret du directeur financier ou du contrôleur de gestion, sauf que ce n'est pas vraiment un secret. C'est une vérité largement connue de tous dans le milieu de la finance. L'ennui, c'est que tout le monde a tendance à l'oublier. On se dit que si un chiffre apparaît sur les états financiers ou les rapports remis à la direction générale par le service financier, il doit être l'exact reflet de la réalité. Bien sûr, ce n'est pas toujours vrai, ne serait-ce que parce que même les virtuoses des chiffres ne peuvent pas tout savoir. Ils ne peuvent pas savoir exactement ce que chacun fait chaque jour dans l'entreprise.
et ils ne savent donc pas exactement comment répartir les coûts. Ils ignorent quelle sera la durée de vie exacte des équipements, et donc quelle fraction de leur coût initial imputé à une année donnée. L'art de la comptabilité et de la finance est l'art d'utiliser des données limitées pour parvenir à une description aussi précise que possible de la santé financière d'une entreprise. La comptabilité et la finance ne sont pas la réalité, elles n'en sont qu'un reflet, dont l'exactitude dépend de la capacité des comptables et des professionnels de la finance à retenir des hypothèses raisonnables et à calculer des prévisions rationnelles. C'est un travail difficile. Ils doivent parfois quantifier des choses qui ne s'y prêtent pas et déterminer où classer une écriture inhabituelle. Ces complications ne signifient pas forcément qu'ils sont incompétents ou qu'ils essaient de trafiquer les comptes. Elles sont dues au fait qu'ils sont obligés de formuler à longueur de journée des hypothèses qui tiennent la route sur les chiffres de l'entreprise. Ces prévisions et suppositions aboutissent d'ordinaire à biaiser les chiffres. Attention, n'allez pas imaginer qu'en employant le verbe « biaiser », nous mettions en doute l'intégrité de qui que ce soit. Certains de nos meilleurs amis sont des comptables et sur la carte de visite professionnelle de l'un des auteurs de ce livre figure le titre de directeur financier. S'agissant de résultats financiers, biaisés signifie seulement que certains chiffres pourraient se trouver déformés dans un sens ou dans un autre en fonction de la formation et de l'expérience des personnes qui les ont établis et interprétés. Cela signifie uniquement que les comptables et les financiers ont utilisé certaines hypothèses et prévisions plutôt que d'autres au moment d'établir leur rapport. L'un des objectifs de ce livre est de vous faire comprendre ces biais afin que vous puissiez les corriger si nécessaire, voire les utiliser à votre avantage et à celui de votre entreprise. Pour cela, vous devez savoir quelles questions poser. Armé des informations que vous aurez recueillies, vous pourrez prendre des décisions adaptées et dûment pondérées. Un encadré pour chaque définition. Nous voulons rendre la finance aussi facile que possible. La plupart des livres de finance imposent un va-et-vient entre la page qu'on est en train de lire et le glossaire pour trouver la définition d'un mot inconnu. Le temps de la trouver et de revenir à la page de départ, on a perdu le fil du raisonnement. Nous vous donnerons donc les définitions là où vous en aurez besoin, à côté du mot employé pour la première fois. Estimation. Considérons, par exemple, l'une des variables les plus souvent soumises à estimation, contrairement à ce que vous pourriez imaginer. Les produits ou chiffres d'affaires représentent la valeur de ce qu'une entreprise a vendu à ses clients au cours d'une période donnée. On pourrait penser qu'un tel montant est facile à déterminer, mais la question qui se pose est à quel moment le chiffre d'affaires doit-il être enregistré ou constaté, comme aiment le dire les comptables? Voici quelques possibilités. À la signature du contrat, à la livraison du produit ou service, à l'envoi de la facture, au règlement de la facture. Si vous avez choisi à la livraison du produit ou du service, vous avez raison. Comme nous le verrons au chapitre 7, c'est la règle fondamentale qui détermine à quel moment une vente devrait apparaître sur le compte de résultat. Cependant, cette règle n'est pas simple. Sa mise en application requiert un certain nombre d'hypothèses, si bien que la question « quand une vente est-elle une vente ?» est un sujet brûlant dans de nombreux cas de fraude. Selon une étude menée en 2008 par le Deloitte Forensic Center, 38% des cas de fraude poursuivis par la Securities and Exchange Commission américaine, le gendarme de la bourse américaine, entre 2000 et 2008 concernaient la comptabilisation des revenus. Compte de résultat. Le compte de résultat montre les produits des activités ordinaires, les charges et le bénéfice sur une période donnée, un mois, un trimestre ou une année par exemple. On parle aussi de compte de pertes et profits ou d'état des résultats. On le rencontre parfois suivi du mot « consolidé », mais il reste tout de même un compte de résultat. Tout en bas du compte de résultat figure la ligne du résultat net, aussi appelé bénéfice net ou profit net. Imaginez par exemple qu'une entreprise vende une photocopieuse à un client avec un contrat de maintenance, le tout dans le cadre d'un forfait global. Supposons ensuite que la machine est livrée en octobre, mais que le contrat de maintenance porte sur les 12 mois à venir. Quelle fraction du prix d'achat initial faut-il comptabiliser en octobre? Après tout, l'entreprise n'a pas encore fourni la totalité des services dus durant l'année. Bien sûr, les comptables peuvent faire des évaluations de la valeur de ces services et ajuster le chiffre d'affaires en conséquence, mais cela demande une estimation. Cet exemple n'est pas une simple hypothèse.
Prenons Xerox, qui a jonglé il y a quelques années avec les dates de comptabilisation à si grande échelle qu'on a découvert plus tard 6 milliards de dollars de ventes abusivement comptabilisées. D'où venait le problème? Xerox vendait ses équipements avec un crédit bail de 4 ans, services et contrats de maintenance compris. Comment définir alors la fraction du prix correspondant au coût de l'équipement et celle correspondant au service d'accompagnement? De peur que le recul des bénéfices n'entraîne la chute du cours de bourse, les dirigeants de Xerox décidèrent à l'époque de comptabiliser immédiatement une fraction toujours croissante des recettes futures ainsi que les bénéfices correspondants. Bientôt, presque tous les produits relatifs à ces contrats furent comptabilisés dès le moment de la vente. Xerox s'était clairement fourvoyé et essayait d'utiliser la comptabilité pour dissimuler ses difficultés commerciales. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en dehors de la pure et simple falsification de comptes, on dispose de beaucoup de latitude dans la présentation des chiffres. Voici un deuxième exemple du côté artistique de la finance qui joue lui aussi souvent un rôle dans les scandales financiers. Comment déterminer si une dépense donnée est une charge d'investissement ou une charge d'exploitation? Charge d'exploitation. Les charges d'exploitation sont les coûts indispensables pour faire fonctionner une entreprise au jour le jour. Elles comprennent les salaires, les avantages sociaux, les frais d'assurance et bien d'autres dépenses encore. Les charges d'exploitation sont répertoriées sur le compte de résultat et soustraites du chiffre d'affaires pour déterminer le bénéfice. Il ressort de l'étude Deloitte que ce problème représente 11% des cas de fraude identifiés entre 2000 et 2006. Nous entrerons dans les détails plus tard. Pour le moment, sachez seulement qu'une charge d'exploitation diminue le résultat net immédiatement, alors qu'un investissement est une dépense étalée sur plusieurs exercices. Vous imaginez la tentation. Attendez, vous voulez dire qu'il suffirait de prendre tous ces achats de fournitures de bureau et de les appeler charges d'investissement pour augmenter notre bénéfice en conséquence? C'est ce genre de raisonnement qui a causé tant de problèmes à WorldCom, ce géant des télécommunications ayant fait faillite en 2002, voir les détails dans la boîte à outils de la troisième partie. Pour empêcher une telle tentation, le monde de la comptabilité et les entreprises ont des règles sur ce qui doit être classé et où. Mais ces règles dépendent en grande partie des choix et de la volonté de chacun. Encore une fois, de telles décisions peuvent exercer un effet spectaculaire sur le bénéfice d'une entreprise et par conséquent sur le cours des actions. Charge d'investissement. Une charge d'investissement est l'achat d'un bien considéré comme un investissement à long terme, tel qu'un matériel informatique. La plupart des entreprises appliquent la règle suivante. Tout achat qui dépasse un montant donné sera considéré comme une charge d'investissement, alors que tout ce qui est inférieur à ce montant sera considéré comme une charge d'exploitation. Une charge d'exploitation est inscrite au compte de résultat et réduit donc le bénéfice. Les investissements sont inscrits au bilan. Seul l'amortissement de l'immobilisation concernée apparaît au compte de résultat. Nous y reviendrons dans les chapitres 5 et 11. Nous écrivons ce livre principalement pour les collaborateurs des entreprises, pas pour les investisseurs. Alors, pourquoi nos lecteurs devraient-ils s'inquiéter de ce qui précède? La raison est simple. Ils utilisent les chiffres pour prendre des décisions. Vous-même ou votre patron prenez des décisions concernant les budgets, les investissements, le personnel et une douzaine d'autres sujets, décisions qui sont basées sur une évaluation de l'entreprise ou de la situation financière de votre division opérationnelle. Si vous ne connaissez pas les hypothèses et évaluations qui fondent ces chiffres ou les effets de ces hypothèses et évaluations sur les chiffres, vos décisions risquent d'être mauvaises. L'intelligence financière consiste à savoir quand les chiffres sont en béton, bien justifiés et relativement indiscutables, et quand ils sont approximatifs, c'est-à-dire fortement tributaires d'une estimation. Qui plus est, les investisseurs extérieurs, les banquiers, les fournisseurs, les clients et bien d'autres prendront leurs propres décisions au vu des chiffres de votre entreprise. Si vous ne comprenez pas bien les états financiers et ignorez ce que regardent ces personnes et pourquoi. Chapitre 2. Repérer les hypothèses, les estimations et les écarts. Explorons un peu plus profondément ce volet de l'intelligence financière que constituent les aspects artistiques de la finance. Même si vous n'en êtes qu'au début de ce livre, vous aurez ainsi un point de vue utile sur les concepts et pratiques que vous découvrirez par la suite. Nous allons étudier 3 exemples et poser des questions simples mais essentielles. Quelles sont les hypothèses contenues dans ces chiffres?
Ces chiffres reposent-ils sur des estimations? Quels biais ces hypothèses et ces prévisions entraînent-elles? Quelles en sont les conséquences? Les exemples que nous allons examiner sont les comptes de régularisation et les affectations, les amortissements et les évaluations. Si ces mots vous semblent appartenir au langage étrange des financiers, ne vous inquiétez pas. Vous serez surpris de voir qu'en peu de temps, vous en saurez suffisamment pour vous débrouiller dans ce domaine. Régularisation et affectation, beaucoup d'hypothèses et d'estimations. À la même période de chaque mois, vous savez que le contrôleur de gestion de votre entreprise est occupé à arrêter les comptes. Et là, encore une énigme financière. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Si vous n'avez pas travaillé dans la finance, vous imaginez qu'une journée devrait suffire pour additionner tous les chiffres en fin de mois. Mais 2 ou 3 semaines? Eh bien, une étape qui demande beaucoup de temps est d'arriver à déterminer l'ensemble des régularisations et des affectations. Inutile de comprendre les détails maintenant, nous y viendrons dans les chapitres 11 et 12. Pour le moment, lisez les définitions des encadrés et retenez que les comptables utilisent des comptes de régularisation et des affectations pour essayer d'établir une juste représentation des affaires du mois. En effet, les états financiers ne seraient guère utiles s'ils ne disaient pas combien nous coûte la production des biens et services que nous avons vendus le mois dernier. C'est ce que le contrôle de gestion s'efforce de faire, et cela contribue à expliquer pourquoi il faut autant de temps. Régularisation et affectation. Les régularisations servent notamment à ventiler un produit ou une charge sur plusieurs périodes comptables. C'est ce que la comptabilité anglo-saxonne appelle accruals. Les frais de développement des produits, par exemple, sont souvent étalés sur plusieurs périodes, et l'on imputera donc à chaque mois une partie du coût total. L'objectif est d'indiquer aussi exactement que possible les coûts et les produits correspondant à une période donnée. Définir les régularisations et les affectations oblige presque toujours à faire des hypothèses et des estimations. Prenons l'exemple de votre salaire. Supposons que vous avez travaillé en juin sur une nouvelle ligne de produits et que celle-ci est lancée en juillet. Le comptable chargé des affectations va devoir évaluer quelle fraction de votre salaire imputer respectivement au coût du produit, car vous avez consacré beaucoup de temps aux produits initiaux, et aux frais de développement, car vous avez également travaillé sur le développement originel du produit. Il doit aussi décider comment les ventiler entre juin et juillet. Ces choix peuvent modifier de manière spectaculaire l'apparence du compte de résultat. Affectation. Les affectations ou allocations consistent à ventiler les coûts entre différents services ou différentes activités d'une entreprise. Les frais généraux, tels que le salaire du PDG par exemple, sont souvent répartis entre les unités opérationnelles d'une société. Le coût du produit entre dans le coût des biens vendus. S'il augmente, la marge brute diminue. Or, la marge brute est un indicateur essentiel de la rentabilité du produit. Les frais de développement, en revanche, sont imputés au poste R et D, qui est inclus dans les frais d'exploitation du compte de résultat et n'affecte pas la marge brute. Supposons donc que le comptable décide d'imputer tout votre salaire aux frais de développement de juin plutôt qu'au coût du produit de juillet. Il postule ainsi que votre travail n'était pas directement relié à la fabrication du produit et ne doit donc pas être considéré comme un coût du produit. Il en résulte un double biais. Premièrement, les frais de développement sont plus importants qu'ils n'auraient dû l'être. Si un dirigeant les analyse plus tard, il risque de se dire que le développement du produit coûte trop cher et que l'entreprise doit renoncer à prendre de tels risques. L'entreprise devra alors faire moins de développement de produits, ce qui compromettra son avenir. Deuxièmement, le coût du produit est plus bas qu'il n'aurait dû l'être. Cela affectera des décisions clés comme la tarification et le recrutement. Peut-être le prix du produit sera-t-il fixé trop bas. Peut-être embauchera-t-on plus de monde pour lancer ce produit qui a l'air rentable, même si sa marge est calculée sur des hypothèses douteuses. Bien sûr, le salaire d'une seule personne ne pèsera pas un grand poids dans la plupart des entreprises, mais les hypothèses appliquées à une personne le seront vraisemblablement à tout le monde. Comme on dit souvent à Washington, un salaire par-ci, un salaire par-là, ça ne tarde pas à faire beaucoup d'argent. Du moins, ce cas est-il assez simple pour que les réponses aux questions posées plus haut vous paraissent évidentes. Les hypothèses contenues dans les chiffres? Votre temps a été passé en développement et n'a pas grand-chose à voir avec la production des marchandises vendues en juillet. Les estimations? L'affectation éventuelle de votre salaire entre les frais de développement et les coûts du produit. Le biais?
des coûts de développement plus élevés et des coûts du produit plus bas. Et les conséquences? Des inquiétudes quant au niveau élevé des frais de développement, le coût du produit qui peut être trop bas. Qui a dit qu'il n'y avait ni sensation ni subtilité dans la finance? Le comptable et le financier travaillent pour dresser le portrait le plus fidèle possible des performances de l'entreprise, tout en sachant que jamais, au grand jamais, ils n'obtiendront les chiffres exacts. Amortissement à volonté. Un deuxième exemple porte sur l'utilisation des amortissements. La notion d'amortissement n'est pas compliquée. Supposons qu'une entreprise achète des machines ou des véhicules coûteux qu'elle compte utiliser pendant plusieurs années. Les comptables raisonnent ainsi. Plutôt que de soustraire le coût total du chiffre d'affaires d'un mois donné, ce qui mettrait l'entreprise ou l'activité dans le rouge pour ce mois-là, répartissons-le sur la durée de vie utile de cet équipement. Si nous pensons qu'une machine va durer 3 ans, par exemple, nous pouvons enregistrer, autrement dit amortir, un tiers de son coût chaque année ou un 36e chaque mois en utilisant une méthode simple d'amortissement. On évalue ainsi les coûts réels de l'entreprise au cours d'un mois ou d'une année donnée, bien mieux que si la dépense était enregistrée en une seule fois. Amortissement. L'amortissement est la méthode utilisée par les comptables pour affecter les coûts des équipements et autres éléments d'actifs au coût total des produits et des services tel qu'il apparaît au compte de résultat. Cela obéit à la même idée que les régularisations. On cherche à rapprocher le plus possible les coûts des produits et services de ce qui a été vendu. La plupart des investissements donnent lieu à amortissement, sauf les terrains. Les comptables essaient de répartir les coûts des dépenses sur la durée de vie utile du bien. On trouvera plus d'informations sur les amortissements dans les parties 2 et 3. De plus, cela permet de mieux faire le lien entre le coût d'un équipement et le chiffre d'affaires qu'il sert à générer, concept important que nous étudierons en détail dans le chapitre 5. La théorie est parfaitement justifiée. En pratique, cependant, les comptables conservent une grande latitude quant à la manière exacte d'amortir un équipement, et cela peut avoir des conséquences très importantes. Prenons l'industrie aéronautique. Voici quelques années, les compagnies aériennes constatèrent que leurs avions duraient plus longtemps que prévu. Leurs comptables modifièrent alors leur plan d'amortissement en fonction de cette nouvelle durée de vie. Ils diminuèrent, par conséquent, le montant des amortissements soustrait du chiffre d'affaires tous les mois. Que croyez-vous qu'il arriva? Les bénéfices du secteur augmentèrent sensiblement, ce qui reflétait le fait que les compagnies aériennes n'auraient pas à acheter des avions aussi tôt qu'elles l'avaient prévu. Mais notez bien que les comptables avaient dû supposer qu'ils pouvaient prévoir combien de temps un avion serait utilisable. De cette opinion, car il s'agit bien d'une opinion, a résulté un biais à la hausse dans le montant du bénéfice. De cette opinion ont aussi découlé des conséquences. Les investisseurs ont décidé d'acheter plus d'actions. Les dirigeants de l'aéronautique ont pensé qu'ils pouvaient se permettre d'accorder de meilleures augmentations, etc. Plusieurs méthodes d'évaluation. Un dernier exemple de l'art de la finance concerne l'évaluation de l'entreprise, c'est-à-dire déterminer combien elle vaut. Les entreprises cotées sont bien sûr évaluées chaque jour par la bourse. Elles valent le cours de leur action multiplié par le nombre d'actions en circulation, montant qu'on appelle leur capitalisation boursière. Mais dans certaines circonstances, cela n'indique pas nécessairement leur valeur. Un concurrent qui cherche à racheter une entreprise, par exemple, pourrait décider de payer une prime pour ses actions parce qu'à ses yeux, elle vaut plus que sa valeur sur le marché. Quant aux millions d'entreprises non cotées en bourse, bien entendu, elles ne sont pas du tout évaluées par le marché. Lorsqu'elles changent de main, acheteurs et vendeurs doivent se reposer sur d'autres méthodes d'évaluation. L'art de la finance réside donc, pour beaucoup, dans le choix d'une méthode d'évaluation. Différentes méthodes donnent différents résultats, et chaque méthode introduit bien sûr un biais dans les chiffres. Supposons, par exemple, que votre entreprise propose d'acquérir une fabrique de robinetterie industrielle. Celle-ci complète bien vos activités. C'est une acquisition stratégique. Mais combien devez-vous la payer? Vous pourriez regarder ses résultats, autrement dit ses bénéfices, puis regarder à quel prix le marché évalue des entreprises similaires en fonction de leurs résultats. On appelle cette méthode la capitalisation des résultats. Vous pourriez aussi observer le volume de trésorerie généré chaque année par cette entreprise et imaginer que vous achetez ce flux de trésorerie. Vous utiliseriez alors un taux d'intérêt quelconque pour déterminer ce que vaut aujourd'hui ce flux d'argent futur. C'est la méthode d'actualisation des flux de trésorerie. Vous pourriez encore vous contenter de regarder les actifs de l'entreprise. Son implantation,
ses usines, ses stocks, etc., mais aussi les immobilisations incorporelles, comme sa réputation et la liste de ses clients, et estimer leur valeur, la méthode d'évaluation des actifs. Nul besoin de préciser que chaque méthode fait intervenir tout un tas d'hypothèses et de prévisions. La méthode du coefficient de capitalisation des résultats, par exemple, suppose que la bourse est rationnelle et que les prix établis sont donc exacts. Mais bien sûr, le marché n'est pas totalement rationnel. Si le niveau de la bourse est élevé, votre entreprise cible vaudra plus cher que lorsque ce niveau est bas. Le bénéfice est lui-même une prévision, comme nous le verrons dans la deuxième partie de ce livre. En ce cas, vous direz-vous peut-être, il faut utiliser la méthode d'actualisation des flux de trésorerie. La question qui se pose avec cette méthode est la suivante. Quel est le bon taux d'intérêt ou le bon taux d'actualisation à utiliser pour calculer la valeur de ces flux? En fonction de la manière dont il est fixé, le prix peut varier énormément. Quant à la méthode d'évaluation des actifs, bien entendu, ce n'est pas autre chose qu'un ensemble de devinettes sur la valeur de chaque actif. Comme si ces incertitudes ne suffisaient pas, souvenez-vous de la bulle exubérante et extravagante des jeunes pousses Internet à la fin du XXe siècle. D'ambitieuses start-up fleurissaient partout, nourries et abreuvées par un torrent enthousiaste de capital risque. Mais quand des investisseurs, comme les capital risqueurs, placent leur argent quelque part, ils aiment savoir ce que vaut leur investissement, et donc l'entreprise. Quand une entreprise débute, c'est difficile. Les résultats? Zéro. Les flux de trésorerie opérationnels? Zéro également. Les actifs? Négligeables. C'est notamment pour cela qu'en temps ordinaire, les capital risqueurs évitent les financements de démarrage. Mais au temps des start-up, ils avaient jeté la prudence aux orties et s'en remettaient à des méthodes d'évaluation qu'on pourrait qualifier d'insolites. Ils regardaient le nombre d'ingénieurs salariés par l'entreprise. Ils comptaient le nombre de visites reçues par son site web chaque mois. Un jeune et dynamique PDG de notre connaissance a obtenu des millions de dollars uniquement parce qu'il avait engagé un grand nombre d'informaticiens. Moins d'un an plus tard, un panneau « Alloué » s'étalait sur les bureaux de son entreprise. Les méthodes d'évaluation des jeunes pousses Internet semblent absurdes maintenant, même si à l'époque elles ne paraissaient pas mauvaises compte tenu du peu de choses que nous savions sur ce que l'avenir nous réservait. Mais les autres méthodes décrites précédemment sont toutes raisonnables. Le problème, c'est que chacune d'entre elles introduit un biais qui mène à des résultats différents. Et les conséquences sont importantes. Les entreprises sont achetées et vendues en fonction de ces évaluations et elles obtiennent des prêts en fonction d'elles. Si vous détenez des actions de votre entreprise, leur valeur est tributaire de leur juste évaluation. Logiquement, donc, connaître la manière de calculer ces chiffres devrait faire partie de votre intelligence financière. Chapitre 3. Pourquoi accroître votre intelligence financière? Jusqu'ici, notre exposé a été quelque peu abstrait. Nous vous avons présenté l'art de la finance et expliqué pourquoi sa compréhension est un ingrédient essentiel de l'intelligence financière. Revenons maintenant à la problématique que nous avons soulevée dans l'introduction, à savoir les avantages de l'intelligence financière. Une fois que vous serez familiarisé avec quelques notions de l'art de la finance, vous comprendrez mieux les enseignements de ce livre et la manière dont ils pourront vous servir. Pour commencer, nous voulons insister sur le fait que ce livre est différent des autres livres de finance. Il ne suppose aucune connaissance financière préalable, mais son créneau n'est pas non plus celui de la comptabilité pour les nuls. Nous ne parlerons jamais de débit et de crédit. Nous ne ferons pas plus référence au grand livre des comptes ou à la balance avant inventaire. Ce livre traite de l'intelligence financière, ou comment comprendre ce que les chiffres signifient vraiment. Il n'est pas destiné aux apprentis comptables, mais à ceux, dirigeants, directeurs, employés, qui, au sein des entreprises, ont besoin de comprendre ce qui se passe dans leur entreprise d'un point de vue financier et qui peuvent utiliser cette information pour travailler et diriger de manière plus efficace. Vous y apprendrez à déchiffrer les états financiers, à identifier les biais potentiels des chiffres et à utiliser les informations qu'ils contiennent pour mieux faire votre travail. Vous apprendrez à calculer des ratios, vous vous familiariserez avec le retour sur investissement et la gestion du fonds de roulement, deux concepts que vous pouvez utiliser pour améliorer vos décisions et votre impact sur l'entreprise. En bref, vous allez booster votre intelligence financière. Ceci vous permettra, qui plus est, de vous distinguer de la masse. Nous avons récemment mené une étude à l'échelle des États-Unis en proposant à un échantillon représentatif de managers non financiers un test de finance en 21 questions.
Les questions faisaient toute référence à des concepts censés être connus de tout cadre ou financier débutant. Malheureusement, les managers n'ont obtenu qu'une moyenne de 38%, note tout à fait insuffisante. À en juger par leurs réponses, la majorité d'entre eux étaient incapables de différencier le bénéfice de la trésorerie. Un grand nombre d'entre eux ne faisaient pas la différence entre un compte de résultat et un bilan. Près de 70% d'entre eux n'ont pas trouvé la définition de la trésorerie disponible, alors que c'est désormais l'unité de mesure préférée des investisseurs de Wall Street. Lorsque vous aurez lu cet ouvrage, vous connaîtrez tous ces concepts et bien d'autres. C'est ce que nous appelons se distinguer. De l'avantage d'avoir une culture financière. Le tout n'est pas d'obtenir de bonnes notes lors d'un test. L'intelligence financière comporte une foule de bénéfices pratiques. En voici une petite liste. Augmenter sa capacité d'évaluation critique de l'entreprise. Savez-vous vraiment si votre employeur a de quoi payer les salaires? Savez-vous à quel point les produits et les services sur lesquels vous travaillez sont rentables? Les analyses de retour sur investissement présentées à l'appui des propositions d'investissement reposent-elles sur des données fiables? Renforcez votre intelligence financière et des questions comme celle-là s'éclairciront. Peut-être avez-vous fait des cauchemars dans lesquels vous travailliez pour AIG, Lehman Brothers ou encore Washington Mutual. Un grand nombre des employés de ces entreprises ignoraient tout de leur situation précaire. Imaginez, par exemple, que vous travailliez pour le célèbre groupe de télécommunications WorldCom, rebaptisé MCI par la suite, vers la fin des années 1990. WorldCom suivait une stratégie de développement par acquisition. Or, il ne générait pas assez de trésorerie pour les acquisitions qu'il voulait faire. Il a ainsi utilisé ses actions comme une monnaie, ces acquisitions étant payées en partie par échange contre des titres WorldCom. Il lui fallait donc impérativement conserver un cours de bourse élevé, sans quoi les acquisitions auraient été trop chères. Et pour que le cours des actions reste élevé, il lui fallait dégager des bénéfices élevés. Par ailleurs, WorldCom payait ses acquisitions au moyen d'emprunts. Une société fortement emprunteuse doit aussi dégager des bénéfices élevés, sinon les banques arrêteront de lui prêter de l'argent. Ainsi, sur deux fronts, WorldCom se sentait obligé d'afficher des bénéfices élevés. Telle est bien sûr l'origine de la fraude qui a été finalement découverte. Le groupe gonflait artificiellement les bénéfices avec différentes astuces financières telles que la sous-évaluation des dépenses et la comptabilisation de charges d'exploitation parmi les investissements. Comme le résumait Business Week à propos des conclusions de l'enquête judiciaire. Quand tout le monde a su que WorldCom n'était pas aussi rentable qu'annoncé, le château de cartes s'est écroulé. Mais même s'il n'y avait pas eu fraude, la capacité de WorldCom à générer de la trésorerie n'était pas en phase avec sa stratégie de croissance par acquisition. WorldCom pouvait vivre un temps grâce à l'emprunt et à ses actions, mais pas indéfiniment. Écart d'acquisition. L'écart d'acquisition entre en scène lorsqu'une entreprise en achète une autre. C'est la différence entre les actifs nets acquis, c'est-à-dire la valeur de marché des actifs, diminuée des dettes prises en charge, et le montant que l'acquéreur les paye. Par exemple, si les actifs nets d'une entreprise sont évalués 1 million d'euros et que l'acquéreur paye 3 millions d'euros, un écart d'acquisition de 2 millions d'euros sera inscrit au bilan de l'acquéreur. Ces 2 millions d'euros reflètent la valeur qui ne correspond pas aux immobilisations corporelles de l'entreprise achetée, par exemple son nom, sa réputation, etc. Considérez aussi le cas de Tyco International. Pendant longtemps, Tyco a racheté de nombreuses entreprises, près de 600 en tout juste 2 ans, soit plus d'une par jour ouvré. Toutes ces opérations ont gonflé les écarts d'acquisition inscrits au bilan de Tyco, à tel point que les banquiers ont commencé à devenir nerveux. Les banquiers et les investisseurs n'aiment pas voir trop d'écarts d'acquisition sur un bilan. Ils préfèrent les biens qu'ils peuvent toucher et accessoirement revendre. Quand la rumeur de possibles irrégularités comptables chez Tyco s'est répandue, ils lui ont interdit toute acquisition supplémentaire. Bilan. Le bilan reflète l'actif, le passif et les capitaux propres d'une société à un moment donné. En d'autres termes, il montre à une date donnée ce que l'entreprise possède, ce qu'elle doit et combien elle vaut. Le bilan est équilibré, l'actif doit toujours être égal au passif et aux capitaux propres. Un cadre financièrement intelligent sait que tous les états financiers aboutissent en fin de compte au bilan. Nous expliquerons toutes ces notions dans la 3e partie. Aujourd'hui, Tyco privilégie la croissance organique et l'excellence opérationnelle plutôt que les acquisitions.
son profil financier est en phase avec sa stratégie. Certes, nous ne prétendons pas que n'importe quel cadre doté d'un peu d'intelligence financière aurait pu s'apercevoir de la situation précaire de WorldCom ou de Tyco. Beaucoup de financiers de Wall Street, apparemment compétents, se sont aussi laissés prendre. Cependant, quelques connaissances supplémentaires vous donneront les outils nécessaires pour surveiller les évolutions de votre entreprise et mieux comprendre la réalité qui se cache derrière les chiffres. À défaut d'avoir toutes les réponses, vous saurez quelles questions poser. Il est toujours utile de savoir évaluer les performances et les perspectives de votre entreprise. Vous apprendrez à jauger sa santé financière et à déterminer comment soutenir au mieux ses objectifs, mais aussi à être vous-même efficace. Mieux comprendre les biais contenus dans les chiffres. Nous avons déjà évoqué le biais inhérent à de nombreux chiffres. Mais ensuite, qu'apporte le fait de comprendre cette notion? Quelque chose d'important. Suffisamment de connaissances et de confiance, suffisamment d'intelligence financière pour remettre en question les données fournies par vos services comptables et financiers. Vous arriverez à distinguer données incontestables, hypothèses et estimations. Vous saurez, et d'autres également, quand vos actions et décisions seront solidement étayées. Supposons que vous êtes responsable d'exploitation et que vous proposez d'acheter un nouvel équipement. Votre patron est ouvert à cette proposition, à condition que vous arriviez à justifier cet achat. Cela implique un gros travail sur les données financières, y compris l'analyse des flux de trésorerie de la machine, les besoins en fonds de roulement et les tableaux d'amortissement. Tous ces chiffres, quelle surprise, sont basés sur des hypothèses et des estimations. Si vous savez ce qu'elles sont, vous pouvez les étudier pour savoir si elles sont raisonnables. Si elles ne le sont pas, vous pouvez varier les hypothèses, modifier les estimations et établir une analyse réaliste qui appuie, on l'espère, votre proposition. Joe aime à dire qu'un technicien bien informé pourrait facilement démontrer pourquoi son entreprise devrait lui acheter un ordinateur de 5 000 € équipé des tout derniers logiciels. Il estimerait que ce nouvel outil, rapide et puissant, lui ferait gagner 1 heure par jour. Il calculerait la valeur d'1 heure par jour de son temps sur une année et hop, l'achat s'imposerait de lui-même. Mais si son patron est financièrement intelligent, il examinera ces hypothèses et en formulera d'autres. Le technicien pourrait en effet perdre 1 heure de travail par jour à explorer toutes les autres fonctions sophistiquées de son nouvel ordinateur. Il est en réalité stupéfiant de constater à quel point il est facile pour qui connaît la finance de changer les termes d'un débat pour parvenir à de meilleures décisions. À l'occasion d'une mission pour Ford Motor Company, l'un des auteurs de ce livre a vécu une expérience qui illustre cette leçon. En compagnie de plusieurs autres financiers, il présentait des comptes à un directeur du marketing. Une fois assis, celui-ci les a dévisagés et a demandé « Avant d'ouvrir ces rapports financiers, je dois savoir combien de temps et à quelle température ?» Joe et ses collègues n'avaient pas la moindre idée de ce qu'il voulait dire. Puis Joe a eu une révélation et a répondu « Monsieur, il a fallu 2 heures à 180 degrés. » « D'accord, » reprit le directeur. Maintenant que je sais combien de temps vous les avez mijotés, commençons. Ce qu'il voulait ainsi faire savoir aux gens de la finance, c'était qu'il savait que les chiffres contenaient des hypothèses et des estimations et qu'il allait poser des questions. Plus tard, lorsqu'il les interrogea sur la solidité de tel ou tel chiffre, les financiers purent lui expliquer sans phare d'où il venait et, éventuellement, sur quelles hypothèses il reposait. Le directeur put alors utiliser les chiffres pour prendre des décisions à sa convenance. Qu'arrive-t-il si l'on ne possède pas ces connaissances? C'est simple. Financiers et comptables maîtrisent les décisions. Nous disons « maîtrise », car quand les décisions s'appuient sur des chiffres, eux-mêmes basés sur les hypothèses et les estimations des comptables, ces derniers disposent d'un véritable pouvoir, même s'il n'est pas dans leur intention de contrôler qui que ce soit. C'est pourquoi il faut savoir quelles questions poser. Savoir utiliser les chiffres et les outils financiers pour prendre et analyser les décisions. Quel est le retour sur investissement de ce projet? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.